Salut, c'est David Msalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief. Aujourd'hui, nous décryptons avec Eric les premières conséquences du second mandat de Trump sur le marché immobilier. Dérégulation, réforme fiscale, quelles opportunités et quels risques pour les investisseurs en 2025. Nous revenons aussi sur la baisse des taux initiée par la Fed en fin d'année dernière, une dynamique favorable au marché mais avec une incertitude persistante sur la suite, notamment face aux craintes inflationnistes liées aux nouvelles politiques économiques. Nous analysons ensuite pourquoi de plus en plus d'investisseurs quittent le marché des condos, pénalisés par la hausse des charges et des assurances, pour se tourner vers le multifamily. Enfin, nous vous partageons les grandes lignes de notre stratégie d'investissement pour 2025 et pourquoi les actifs rares dans des localisations premium restent la clé dans la conjoncture actuelle. C'est parti. Salut Eric, comment vas-tu ? Salut David, j'ai pris plaisir à t'avoir parmi nous au bureau la semaine dernière en Floride. Écoute, tout va bien, on se retrouve donc en 2025 pour un nouvel épisode du débrief. Donc l'actualité, c'est évidemment l'entrée à la Maison-Blanche pour son second mandat de Donald Trump, mais surtout son agenda pro-business, pro-investisseur, avec pas mal de réformes axées sur la dérégulation, des réformes fiscales aussi. Il prévoit de baisser les impôts, ça peut évidemment favoriser les entrepreneurs et les investisseurs aux États-Unis. De manière générale pour les investisseurs internationaux, mais en particulier pour les investisseurs européens qui commencent à avoir de certaines inquiétudes et préoccupations du climat économique et social en Europe. Je pense que Trump est dans l'ensemble une chose qui est perçue comme favorable. Tu veux partager un petit peu avec nous tes pensées là-dessus ? Bien sûr, absolument. Alors ce que je peux te dire déjà, c'est que dans notre industrie, l'immobilier, tout le monde est positif. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des avocats, des attorneys, l'occasion d'échanger avec des title companies, des brokers. Tout le monde est positif, tout le monde pense que le marché va rebondir. Il y aura des contraintes, parce qu'il y a toujours des contraintes, des frictions, mais on attend une reprise forte de l'immobilier ici, en Floride et partout aux États-Unis. Alors, il y en a pas mal qui pensent que le mandat de Trump risque d'être inflationniste. Ils souhaitent mettre éventuellement des frais de douane sur les produits qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Le fait de baisser les impôts peut être inflationniste. Alors évidemment, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup d'optimisme dans le monde de l'immobilier autour de l'élection de Trump. Et à la fois du côté de la Fed, qui peine à continuer ces baisses de taux qu'elle avait entamées au dernier trimestre 2024. Il y a des inquiétudes, alors c'est pas que Trump évidemment, c'est des chiffres de l'emploi qui sont très bons, meilleurs que prévu. Par contre, les investisseurs sont un petit peu déçus sur ce plan-là. Ça ouvre la porte au prochain sujet, c'est que c'est un marché qui, a priori, reste assez favorable aux acheteurs comptants et aux acheteurs surtout locaux qui sont bien ancrés, vont pouvoir éventuellement, comme on l'a fait pour Crespi l'année dernière, sécuriser des produits rares, en tout cas de grande qualité. Absolument. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a énormément de liquidités. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'acheteurs au comptant. Et ça, c'est une partie importante à noter. Donc, même s'il y a un mouvement sur le marché, il y aura un mouvement sur le marché. Ça va pas dégringoler, absolument pas, parce qu'il y a énormément de liquidités. Nous, on le voit dans la compétition sur ce qu'on veut acheter, le nombre de cash buyers qui viennent et qui sont prêts à dégainer et à verser des dépôts non remboursables sur certains biens, comme on l'a vu. Voilà, ça c'est la puissance des États-Unis, quoi. Les liquidités des investisseurs. Ce qui est difficile dans ce marché, c'est vraisemblablement de structurer des opérations pour les nouveaux entrants. Là, c'est compliqué. Les nouveaux entrants, ils ont en tête de faire de la dette bancaire, ils ont en tête de mettre des conditions suspensives. Pour ces gens-là, c'est vrai que c'est très difficile de structurer des opérations, mais pour les cash buyers bien ancrés, il y a moyen, à mon avis, en tout cas c'est notre objectif, comme on l'avait en 2024, qui se prolonge, de sécuriser des actifs exceptionnels dans ce qu'on considère être un point bas du marché. En termes de volume, c'est sûr. En termes de prix, pas forcément, mais en termes de volume, c'est sûr. Moi, je vois beaucoup de biens qui sont sous contrat, dont les périodes sont un peu, les investisseurs sont un peu de due diligence, travaillent avec les banques, font tourner les chiffres et se rendent compte qu'avec les assurances, ça fonctionne pas, et que le prix est encore trop cher vu l'augmentation des coûts d'assurance. Et les biens reviennent sur le marché pour des cash buyers. J'en vois beaucoup en ce moment, par exemple. Donc c'est absolument vrai ce que tu dis.
Alors du coup, j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu de ce qui se passe sur le secteur des condominiums, des appartements, avec des nouvelles normes, notamment depuis ce qui s'est passé avec le Champlain, l'immeuble du Champlain en 2021, des nouvelles normes en Floride qui poussent les copropriétés à faire des appels de fonds pour des travaux structurels, avec évidemment les hausses des coûts d'assurance qui se répercutent dans les charges de copro. Explique-nous un peu ce que tu en penses de ce qui se passe sur le secteur du condominium et les conséquences que ça peut avoir pour les investisseurs qui, tu confirmeras, on a vu se rediriger en masse vers d'autres secteurs comme le multifamily par exemple. Alors, le problème du condominium, c'est que maintenant, les assurances sont montées et les villes sont plus exigeantes. Nous, on s'en est rendu compte parce que, ne serait-ce qu'on a renouvelé ici aux États-Unis tous les 10 ans, on doit faire ce qu'on appelle 40-year recertification, c'est-à-dire qu'on doit apporter un certificat à la ville comme quoi le building est, je vais le dire en français, habitable, d'accord ? Et on a une multifamily qui se trouve sur Byron Avenue, tout le monde la connaît, enfin je pense, et on s'est rendu compte que la ville était particulièrement pointilleuse cette année pour l'obtention de ce certificat de 40 Years Recertification. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a eu des coûts supplémentaires à notre échelle pour obtenir ce certificat. On a dû faire des travaux supplémentaires. Donc on imagine un condominium avec 350 unités, le coût d'obtenir cette recertification pour 10 nouvelles années. C'est énorme. Bon, donc les villes sont très pointilleuses. Nous, on le sent moins, mais c'est très compliqué pour un détenteur effectivement d'un appartement, d'un bien dans un condominium. Donc, le coût des assurances représente entre 50 à 60% du montant des frais de copropriété. Si on fait monter à 70 ou 75% le coût des assurances, les frais de maintenance remontent de la même façon. Et ce qui fait que la rentabilité aujourd'hui à investir dans un condominium pur est très limitée. Vous avez dans la même année un cas d'une machine à laver, un frigo à changer et quelques tout petits travaux, votre rentabilité elle est proche de zéro. Donc aujourd'hui, oui, je conseille aux personnes qui viennent nous consulter de se diriger plutôt vers la multifamily que vers un condominium, c'est sûr. En fait, le problème majeur, je pense, pour avoir échangé avec quelques investisseurs propriétaires de condos, c'est le manque de visibilité. C'est-à-dire que le fameux special assessment, l'appel de fonds pour travaux, il peut tomber à n'importe quel moment, c'est un coup de massue. Il s'étale, soit il est lissé sur les charges pendant 10 ans. Les investisseurs, ils subissent vraiment ce manque de visibilité, évidemment, qu'il n'y a pas sur le secteur des single family, par exemple, même si on n'en fait pas, et évidemment pas sur le secteur des multifamily. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, il y a une combinaison de facteurs. La hausse des property tax en plus, la hausse des assurances, la hausse des charges de copropriété et les special assessments qui rendent le secteur aujourd'hui très difficile pour un investisseur ou pour un propriétaire d'ailleurs qui était habitué à toucher un rendement relativement stable, qui n'avait pas de special assessment, qui était dans des conditions de marché plutôt stables. Là effectivement il y a une concordance de facteurs qui rend l'exploitation de ce genre de produit très difficile. Et donc effectivement chez nous on a quand même pas mal d'investisseurs qui souhaitent revendre pour aller dans des secteurs où ils ont plus de visibilité d'abord, où ils subissent pas ce genre de paramètres. Deuxièmement et troisièmement, où le potentiel de création de valeur est quand même plus important, comme sur le multifamily avec la capacité qu'on a à forcer l'appréciation, tout simplement parce que c'est de l'immobilier commercial, alors que sur le condo, ils ne peuvent vendre que relativement aux biens comparables qui s'est vendu à l'étage au-dessus. Ou dans le quartier. Absolument. Je pense qu'on a pas mal, même je pourrais dire que c'est massif, de redirection d'investisseurs qui changent de cap et qui migrent du secteur des condominiums, qui a très bien marché sur le middle market sur les dernières années, on est d'accord là-dessus, mais qui redirigent aujourd'hui leurs allocations vers des actifs où on a vraiment la main sur tous les paramètres, comme le multifamily par exemple. Alors pour ceux qui ont la surface financière, ça va être en direct, en propre, et puis pour les autres, via les foncières, comme on l'a proposé de manière très pertinente depuis 2018. Absolument. Le seul domaine où on n'aura pas la main, c'est l'augmentation des property tax. Il faut savoir qu'on a payé quand même 30% de plus de property tax cette année que l'année précédente. Et même si la property tax, elle suit l'évolution du marché immobilier, même si elle suit l'évolution du marché immobilier, elle le suit en retard. Donc, s'il y a une baisse de marché sur le condominium, par exemple, s'il y a une baisse de prix sur les single units dans un immeuble, avant que la property tax redescende, il va falloir à nouveau 2 nouvelles années. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la property tax se dispute. Nous, on la dispute aussi sur nos multifamily quand on trouve que ça monte haut. Et on a quand même... Oui, on l'a contredit.
Et on a même gagné quelques dizaines de milliers de dollars en property tax. C'est beaucoup plus compliqué à faire sur des single units dans des condominiums. Dernier point que je voulais aborder, c'est clarifier évidemment notre stratégie dans cette conjoncture-là, donc pour 2025. Je pense que c'est relativement la même qu'en 2024, c'est-à-dire que dans un environnement économique un peu plus incertain, avec un peu moins de visibilité, je pense que la clé, et tu confirmeras sûrement, c'est de cibler des actifs de grande qualité. Donc là, effectivement, on va un peu plus pencher, comme on l'a fait avec Crespi, du côté des prime locations, des actifs qui sont rares, qui sont impossibles à reconstruire avec les coûts de construction actuels, pour essayer vraiment de verrouiller ce genre de produits qui sont pas forcément à notre portée quand le marché il est au plus haut et qu'il y a une euphorie dans le marché, parce que là il y a une compétition assez incroyable et les gens payent n'importe quel prix, qu'on est relativement rationnel par rapport à ceux qui surpayent évidemment. Mais dans ces conjonctures-là, comme on est cash buyer, je pense que la stratégie pour 2025, de continuer l'axe qu'on a mis en place en 2024, c'est-à-dire prendre le temps, pas faire de compromis, jusqu'à ce qu'on sécurise le ou les meilleurs actifs, qui seront les plus liquides d'ailleurs, même en période de ralentissement, et qui seront les plus rapides à repartir quand le marché aura rebondi. Et continuer à faire ce qu'on fait bien, c'est-à-dire faire du repositionnement sur des immeubles mal gérés, sur lesquels il y a des travaux à faire, avec des locataires à faire tourner pour aller chercher la quintessence en matière de collecte de loyer. Et une multifamily, c'est valorisé sur ses recettes de loyer et pas seulement sur la valeur immobilière. Et quand on vient avec un actif qui a de bonnes recettes de loyer, on a valorisé le bien en fonction et on peut sortir à n'importe quel moment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et même durant la pré-époque Trump, où tout le monde était en attente, une multifamily qui avait un bon rendement se vendait en 15 jours, 3 semaines. Bien sûr, produit bien pricé, aujourd'hui, ils sortent du lot. C'est pour ça qu'il faut réagir vite et c'est pour ça qu'il faut maîtriser tous les paramètres pour pouvoir être très réactif, justement. Il faut être très prudent. Il ne faut pas acheter parce qu'on a des liquidités pour acheter. Il faut savoir bien acheter parce qu'en fait, c'est pas la revente, on va gagner de l'argent, mais c'est à l'achat. Il faut rester, à mon sens aussi, dans des budgets d'actifs assez élevés pour sortir de la concurrence à l'achat des cash buyers entre 1,5 million et 3 millions. C'est-à-dire qu'essayer de rester sur des actifs au-dessus de 4 millions, c'est sûr, à mon sens. Exactement. C'est la taille qui a fait notre succès sur les acquisitions précédentes, c'est-à-dire une taille pré-corporate, pré-institutionnelle, si je puis dire, où là, effectivement, on n'est plus du tout en compétition avec les retraités américains, privés, etc., et qu'on rentre plutôt dans une taille qui, en plus, est intermédiaire, c'est-à-dire que les gros institutionnels américains qui achètent des actifs clés en main à 5% ou maintenant à 4% avant, ils vont chercher des actifs plus gros et à la fois on aura effectivement écarté cette compétition d'acheteurs privés qui maîtrisent pas forcément leur marché. C'est là-dessus qu'on s'épanouit le mieux, je suis tout à fait d'accord. Bah écoute, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Eric pour ton temps et puis je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt David. J'espère que ce nouvel épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.